petit bout de sparadrap, le podcast qui répond aux questions des parents pour les aider à accompagner leurs enfants quand ils sont examinés, soignés ou hospitalisés. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le carnet de santé. Épisode à l'occasion de la sortie de sa nouvelle version dès janvier 2025. Afin de rentrer directement dans le vif du sujet, nous accueillerons le témoignage de plusieurs parents qui nous parleront de l'utilisation du carnet de santé. Puis nous profiterons de l'intervention du Dr Chemlal, missionné à la Direction Générale de la Santé, sur le développement du nouveau carnet de santé 2025. Bonne écoute. Je m'appelle Maria Elena et je suis maman d'un enfant qui a 13 mois, presque 14, qui s'appelle Gabriel et qui est avec moi, donc vous allez peut-être l'entendre un petit peu. Bonjour, je suis Pierre-Manuel, je suis papa de 2 enfants, Abel 1 an et demi et Zélie 4 ans et demi. Et moi je suis Julie, la compagne de Pierre-Manuel et la maman d'Abel et Zélie. Enchanté. Alors dites-moi, ce carnet de santé, vous l'utilisez souvent ou il reste dans un coin entre 2 rendez-vous ? On le regarde de temps en temps entre les rendez-vous parce que c'est une espèce d'agenda, si vous voulez, quelque chose qui ressemble au même endroit, pas mal d'informations sur Gabriel. Et on l'a regardé récemment parce qu'on ne se rappelait plus combien il pesait à la dernière visite. Et donc on a tout de suite allé regarder pour avoir une idée. Notre fille Zélie a un tympan percé et on ne sait jamais si c'est à gauche ou c'est à droite. Donc on peut souvent s'y référer pour savoir quelle est l'oreille qui est percée. Et ma fille de 4 ans, elle aime bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur, elle me demande ce que c'est, à quoi ça sert. Donc voilà. Il existe l'espace de santé numérique, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une très bonne idée, évidemment, parce qu'en cas de perte ou en cas d'oubli, le médecin, le professionnel de santé peut tout de suite aller regarder. Mais en même temps, je pense que c'est très bien pour les parents d'avoir un support papier pour qu'il soit facile d'accès, etc., comme un document. Donc les deux, c'est très bien, je pense. À part les médecins, est-ce que vous utilisez le carnet avec d'autres personnes ? Oui, on partage des informations avec la crèche. Donc parfois, par exemple, ils demandent une photo de la page des vaccins. On le regarde en famille, entre nous, avec son papa, parce que de temps en temps, il y a des conseils par rapport à l'âge. Donc faire attention quand l'enfant commence à marcher, faire attention à certaines choses, la santé, l'hygiène en général, les dents, etc. Donc en fait, on le regarde là dans les pages un peu plus descriptives. Il y a des choses qui ont l'air banales, mais auxquelles on ne pense pas. Donc, par exemple, vous voyez, il y a une petite image où il y a une cuisine et ils disent de faire attention à tout ce qui est couvert, parce que s'il reste à côté du bord de la table, le bébé peut aller les attraper. Évidemment, j'avais pensé, mais le fait de le voir sur le carnet de santé m'a fait tout de suite fait tilt. Et donc là, c'est une chose à laquelle on fait très attention maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de conseils qui vous ont parlé, que vous avez retenus ? Là, ce qui me vient en premier, c'est tout ce qui est tableau des aliments, en fait, en fonction des mois, introduction des différents aliments, les aliments à introduire tout de suite. Parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas forcément quoi introduire les purées, les lentilles, ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que je l'ai souvent ressorti pour regarder ça. Oui, je me rappelle les pages au début, quand il était plus petit, les 3 premiers mois. Il y a quelques informations sur la prise de la température, à quel moment il faut consulter. Ça, on a pas mal regardé aussi. Et récemment, là, le mois dernier, comme bébé, maintenant, il mange plus ou moins comme nous, on s'est posé la question de l'hygiène dentaire. Parce que oui, on essayait de temps en temps à laver les dents, mais on savait pas trop comment faire. Et donc, il y a des informations par rapport à ça dans le carnet de santé. On a un peu lu et on s'est renseigné. Pour vous, le carnet de santé est-il avant tout un outil pratique ou aussi un souvenir de l'enfance de votre enfant ? C'est avant tout un objet pratique. Il y aura plein de données qu'ils auront sans doute envie de consulter quand ils seront plus grands. Je pense que ça peut être un souvenir, un chouette souvenir. Et puis une mémoire aussi pour nous. Oui, c'est chouette parce que le carnet de santé rassemble toutes les informations de santé d'une personne, en fait, pas que d'un enfant. Et je dis ça parce que quand j'étais enceinte, évidemment, le sage-femme m'avait demandé mes vaccins. Et en tant qu'Italienne, je n'ai pas de carnet de santé. Et tout est écrit sur des papiers volants, un peu comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas très pratique. Et donc, je suis très contente que Gabriel puisse savoir tout le résumé de son historique santé dans un seul même document. Merci pour vos interventions. Nous nous rendons maintenant à la Direction Générale de la Santé afin d'interroger le Dr Chemlal en charge du développement du nouveau carnet de santé 2025.
Bonjour à tous, je suis le docteur Chemlal, je travaille à la Direction générale de la santé et nous avons en charge la politique de santé prévention de l'enfant. Et donc à ce titre, nous avons travaillé depuis plusieurs années, parce que c'est un travail assez long, sur la réactualisation du nouveau carnet de santé de l'enfant. Pouvez-vous nous parler de l'origine et de l'histoire du carnet de santé ? Le carnet de santé, c'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'en fait, avait été mis au point à la fin des années 1870 ce qu'on appelait un livret maternel, qui peu à peu s'est transformé en carnet de santé de l'enfant, qui a été rendu obligatoire en 1945 et qui a subi diverses modifications. Au départ, c'était juste un livret pour les familles et puis petit à petit, les médecins ont commencé à remplir et à noter des informations médicales. Après, bien sûr, il y a eu des ajustements en termes de plan, de carnet, mais je dirais que la structure du carnet de santé actuel, en fait, elle remonte aux environs des années 1970. Quel est l'objectif du carnet de santé ? Et pourquoi est-il important particulièrement dans une perspective de santé publique ? Le carnet de santé, c'est vraiment un pilier du suivi de la santé de l'enfant. Il permet aux familles de se repérer sur le parcours de santé qui est proposé aux enfants de la naissance à l'âge de 18 ans. Donc c'est vraiment un outil de transition et de traçabilité. On s'en sert pour retracer son historique en fait de santé et ce carnet permet également de dispenser aux familles des conseils qui seront très utiles toujours dans l'objectif de préserver la santé de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Comment et pourquoi les parents doivent-ils utiliser le carnet de santé ? Et quelle utilisation en font les professionnels de santé ? En fait, ce carnet de santé, il comprend, je dirais, deux grandes parties. Une partie conseil aux parents, sur lequel on reviendra, je pense, tout à l'heure, qui leur permet d'élever leur enfant dans les meilleures conditions de sécurité et de bien-être possible. Et puis, il y a une partie médicale qui concerne donc les 20 examens médicaux obligatoires de l'enfant qui sont retracés dans ce carnet. Donc, c'est un guide aussi pour que les parents sachent à quel moment ils peuvent emmener de manière routinière, bien sûr, je ne parle pas des urgences qui nécessitent des consultations médicales, mais en tout cas, il est prévu 20 examens de prévention et de consultations médicales qui sont totalement pris en charge par l'assurance maladie, sans avance de frais. Il existe une troisième partie qui ne doit pas être négligée, qui sont des parties que l'on remplit. Donc, vous avez les courbes de croissance, taille-poids, qui permettent de mesurer le bon développement harmonieux, ou au contraire des signes d'alerte, soit en termes d'amaigrissement de l'enfant, soit en termes de surpoids. Donc, ce sont des courbes qui sont très importantes, que les parents d'ailleurs peuvent remplir en fonction de l'âge de l'enfant, mais qui sont vérifiées par le professionnel de santé. Vous avez également les pages vaccination dont j'ai parlé, qui sont importantes, puisqu'elles permettent à l'enfant d'entrer en collectivité en ce qui concerne les vaccinations obligatoires, mais elles permettent aussi de noter les vaccinations recommandées de l'enfant et de l'adolescent, et je pense à la vaccination contre les papillomavirus, qui sont très importantes. Vous avez une partie également, partie dentaire. Il y a un plan actuellement qui est le plan Génération sans carie. Il y a, comme les 20 examens de l'enfant, et un certain nombre d'examens prévus par l'assurance maladie, une fois par an chez le dentiste, qui sont des examens de prévention. Donc, on vérifie que l'enfant n'a pas de carie. Cet examen est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et les soins qui découleraient d'une carie, par exemple, sont également pris en charge. Donc, dans le carnet de santé, vous avez une page sur laquelle on indique les dates de consultation chez le dentiste, parce que c'est important de garder des dents saines. Ça fait partie vraiment du bien-être aussi. Quels sont les principes fondamentaux du carnet de santé en termes de confidentialité, secret professionnel et gratuité ? Oui, ce carnet de santé, il est effectivement couvert par ce qu'on appelle le secret médical, c'est-à-dire qu'il y a dedans des informations médicales, comme je vous le disais, et que donc personne ne peut en prendre connaissance s'il n'y a pas l'accord des représentants de l'autorité parentale quand l'enfant est mineur, et puis ensuite lorsqu'il devient adulte et qu'il a gardé son carnet de santé, nul ne peut le consulter sans son accord. Par ailleurs, certaines pages du carnet de santé, et notamment les pages vaccination, sont des pages CERFA. Ça veut juste dire que ces pages-là, on peut les photocopier pour montrer aux structures collectives que l'enfant est bien vacciné dans le cadre de ces vaccinations obligatoires. Donc voilà, c'est un document précieux, on y est tous attachés, qui convient de garder parce que c'est vraiment un témoignage de notre parcours de santé depuis que nous sommes nés jusqu'à l'âge adulte. Comment le carnet de santé est-il diffusé auprès des familles ? Le carnet de santé, il est distribué gratuitement dans toutes les maternités à tous les parents par le conseil départemental. C'est un carnet qui est remis systématiquement
automatiquement puisqu'il comprend un examen qui est l'examen de sortie de la maternité. Alors, quels sont les principaux changements apportés à cette version ? Alors, je voudrais rappeler que la version antérieure, elle n'est pas si vieille, elle date de 2018. Donc, je voudrais aussi rassurer les parents qui ont l'ancien carnet, qui était déjà quand même très riche en informations et en contenu médical. Mais c'est vrai que nous actualisons ce carnet tous les 4-5 ans pour tenir un petit peu compte des évolutions sociétales et des préoccupations qui changent évidemment au cours du temps. Donc, la partie conseil aux parents a été enrichie de thématiques un petit peu nouvelles ou qui ont été accentuées, je dirais, parmi lesquelles, l'éducation sans violence, qui est quand même un gros point important que l'on souhaite vraiment porter. Des thématiques enrichies comme par exemple l'exposition aux écrans. Vous savez que c'est évidemment maintenant un sujet, puisque les écrans sont partout, et y compris pour les petits, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'une surexposition aux écrans est vraiment très mauvais pour le développement finalement psychique et moteur de l'enfant. Donc, il y a d'autres thèmes qui ont été enrichis. L'importance du sommeil, l'alimentation a également été de nouveau un petit peu actualisée sous forme de tableau. Et puis, d'autres thématiques comme l'activité physique, qui reste vraiment une thématique importante à développer parce que vous savez qu'il y a une épidémie d'obésité qui touche également les enfants. Et donc, il est important que l'enfant puisse avoir une activité physique et sportive régulière. Voilà parmi les thèmes développés, ceux qui ont été particulièrement enrichis. En quoi le nouveau carnet de santé favorise-t-il le dépistage des troubles du neurodéveloppement et du spectre de l'autisme ? Alors effectivement, nous avons enrichi le carnet du repérage des troubles du neurodéveloppement. Pourquoi ? Parce que ce repérage doit être fait le plus précocement possible afin que l'on puisse orienter rapidement l'enfant sur des plateformes spécialisées pour une prise en charge adaptée. On sait que plus l'enfant va être dépisté tôt, plus les chances de succès et de rééducation seront importantes. Pouvez-vous nous présenter l'apport des nouveaux liens QR code scannables intégrés au carnet de santé ? Oui, alors j'ai envie de dire, il faut vivre avec son temps. Et on sait que les jeunes parents sont quand même assez connectés. Et donc la version papier, parce que évidemment, on ne peut pas tout écrire, parce que ça doit quand même rester dans un format carnet facilement transportable. Mais on a plein de choses à dire, plein d'autres conseils à donner. Et donc vous avez des liens internet et des QR codes qui vous permettent de vous rendre directement sur les sites concernés. Par exemple, d'abord le site du ministère de la Santé, mais aussi le site de la Sécurité sociale, le site Santé publique France pour tout ce qui est manger, bouger, le site des 1000 jours, qui est un site également de Santé publique France et qui permet de trouver encore une multitude d'informations utiles et de conseils de prévention. Alors, si on va s'intéresser maintenant un peu à l'usage du carnet de santé dans les cas un peu plus spécifiques. Quelles évolutions dans le carnet de santé pour responsabiliser les adolescents et adolescentes face à leur santé ? Oui, alors ces pages destinées donc aux adolescents, puisqu'il existe 2 examens médicaux, je le rappelle, l'examen des 11-13 ans et l'examen des 15-16 ans, qu'il convient de ne pas rater. Parce que on sait que le suivi de l'enfant, il est très très bien fait dans les 2 premières années, et qu'ensuite, les parents considèrent que peut-être tout va bien et ne font pas toujours les examens médicaux. Or, c'est vraiment des examens médicaux de prévention, c'est-à-dire qu'ils permettent à chaque âge de la vie de repérer des troubles que l'on peut facilement prendre en charge. Pour l'adolescent, ces pages ont toujours existé, mais comme je vous le disais, il y a des évolutions sociétales qui sont importantes, en particulier en termes de santé mentale, par exemple, où maintenant on identifie beaucoup plus, de manière plus précise, les troubles anxieux de l'adolescent, voire des vrais syndromes dépressifs. Et donc, on s'attache à ce que l'adolescent puisse lire lui-même les conseils qu'on lui prodigue pour qu'il ne reste pas seul, en lui donnant également de nombreux sites et de nombreux QR codes et numéros de téléphone gratuits que l'on peut appeler, par exemple en cas de harcèlement, que l'on soit victime ou témoin. Et puis également en termes de santé mentale, si on a des idées noires, on peut faire appel à des numéros gratuits, prévention suicide, qui sont vraiment mis à la disposition de tous ces publics et de ces jeunes pour qu'ils puissent être aidés si le besoin en était. Vraiment, on insiste là-dessus. L'adolescence est, vous le savez, une période importante en termes de changement corporel, de relation aux autres. Il y a là la maturation sexuelle qui se fait, et donc on a aussi là des thématiques liées à la contraception,
contraception, à l'IVG, à la notion de consentement aussi, qui est importante pour ces jeunes qui abordent leur relation avec l'autre. Donc voilà, ces pages, on demande aux parents de les faire lire aux adolescents et on s'adresse directement à eux. En quoi le carnet de santé est particulièrement utile pour les parents d'enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques ? Alors effectivement, je vous l'ai dit, ce carnet de santé, c'est un outil de partage entre les familles, mais également de partage entre les professionnels. C'est la raison pour laquelle, quand un enfant a une maladie chronique, il va être vu par de nombreux professionnels, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Et donc, les constatations vont être notées dans ce carnet. C'est donc un outil qui va être utile aux professionnels de santé pour prendre connaissance des avis des confrères, de ce qui a pu se passer en termes de consultation, d'hospitalisation, de recours divers et variés. Et donc, ce document de partage prend d'autant plus sa signification que l'enfant va être entouré de nombreux professionnels de santé. Que doivent faire les parents en cas de séparation, en cas de voyage ? Alors, mon conseil, d'une manière générale, puisque maintenant nous avons des outils simples pour ça, c'est de numériser son carnet de santé, c'est-à-dire soit d'en faire des photos pour les mettre sur son ordinateur, soit de le scanner, de scanner les pages. Effectivement, un carnet qu'on perd, c'est embêtant parce qu'on a perdu un petit peu la traçabilité de ce que je vous expliquais en matière de maladies infantiles, en matière de vaccination aussi. Donc, mon premier conseil serait bien sûr de ne pas le perdre, mais si on le perd, voilà, d'essayer d'avoir un plan B qui est d'avoir un format numérique que l'on peut ressortir si besoin était. C'est tout à fait judicieux, notamment lorsque dans les familles séparées ou recomposées, voilà. En ce qui concerne les voyages à l'étranger, alors j'ai envie de dire prudence. J'aurais plutôt tendance, sauf si c'est une installation de plusieurs mois, évidemment, mais si c'est un séjour touristique, faites des photocopies plutôt que de l'envoyer, parce que si vous le perdez, voilà, ça sera plus compliqué. Que faire d'ailleurs en cas de perte du carnet de santé ? J'ai une double réponse. Si le carnet de santé est perdu alors que l'enfant est déjà grand, il n'y aura pas de moyen de le récupérer en tant que tel. Il faudra aller récupérer les informations auprès du médecin traitant qui a suivi votre enfant pour qu'il puisse vous résumer les différents événements ou vaccinations qu'il a gardés dans son dossier médical. Évidemment, si vous avez le plan B qui consiste à avoir gardé dans son ordinateur une version numérique du carnet de santé, c'est parfait. Et donc, n'oubliez pas également de le mettre à jour, parce que c'est important de connaître les antécédents et les nouveautés. Je pense par exemple aux allergies. C'est toujours intéressant, même quand on est adulte, de savoir à quelles allergies médicamenteuses en particulier on était sujet. Est-il possible d'obtenir le nouveau carnet de santé si on possède déjà l'ancien ? Alors, évidemment, ma réponse va être non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça rejoint ce que je vous ai dit sur la traçabilité. Ce carnet, c'est le nôtre, de la naissance à 18 ans. On ne peut pas multiplier les outils et les documents. Donc, ceux qui ont déjà un carnet de santé vont le garder. Comme je l'ai dit, il était déjà très bien enrichi et était déjà très complet. Et donc, vous ne pourrez pas avoir de deuxième carnet de santé. Quelles mesures ont été prises pour rendre le carnet de santé compréhensible et accessible à tous ? Alors, le carnet de santé, c'est le fruit d'un travail collectif. Il a associé de nombreux partenaires, des médecins, bien sûr, généralistes et pédiatres, des sages-femmes, des puériculteurs et puéricultrices, toutes les personnes qui, de près ou de loin, vont être concernées par ce carnet, soit qu'ils le remplissent, soit qu'ils le consultent. Nous avons également mis à contribution les usagers pour la relecture des messages, pour s'assurer qu'ils étaient bien compréhensibles. Nous avons essayé d'être le plus simple possible dans la rédaction pour que chacun puisse comprendre, et nous avons essayé d'illustrer les messages avec des petites images qui essayent de traduire le message, même si ce n'est pas toujours facile. Vous pouvez de toute façon consulter ce carnet de santé puisqu'il est disponible dans sa version spécimen sur le site du ministère de la Santé, et donc vous pouvez aussi aller sur d'autres sites s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. En quoi le nouveau carnet de santé contribue-t-il à réduire les inégalités d'accès aux soins, notamment pour les enfants vivant dans les territoires défavorisés ? Alors en fait, ce carnet de santé, il est le témoin du parcours prévu de prévention de l'enfant. Donc en fait, il encourage et il guide chaque parent pour que tous les examens qui sont prévus pour tous les enfants soient faits de la même manière. C'est la raison pour laquelle il est totalement pris en charge par l'assurance maladie. Il faut vraiment faire ces examens à tous les âges de la vie, car chaque tranche d'âge, en fait, mérite l'attention des parents ou des professionnels.
C'est pas parce que les vaccinations ont été faites que finalement il faut se désintéresser du reste. Donc c'est vraiment un outil d'égalité à la prévention pour tous. C'est dans ce sens-là que ce carnet de santé, il est universel. Je vous remercie. Et maintenant, est-ce qu'on peut revenir à cette partie dont vous avez parlé, élever son enfant sans violence? En quoi cela constitue une problématique de santé pour les enfants? Alors, élever son enfant sans violence, c'est vraiment un point capital de ce carnet de santé. D'abord, il y a une loi qui protège les enfants. Donc, c'est une loi qui prévoit que l'autorité parentale s'exerce sans violence, ni physique, ni psychologique. Les parents sont garants de la sécurité de l'enfant. Et l'entourage est également garant de cette sécurité. Donc, dès lors que, par exemple, quelqu'un de la famille ou de l'entourage est témoin de violences physiques ou psychiques, il ne peut pas rester silencieux et il se doit d'en faire part à un médecin ou à n'importe quel professionnel de manière à alerter pour que ces situations ne s'empirent pas. La violence, elle est de deux ordres. Il y a la violence physique, évidemment, et des petits gestes sont tous considérés comme la violence. La fessée, la gifle, le secouement, tirer les cheveux, pincer les oreilles, tous ces petits gestes qui étaient un petit peu admis il y a quelque temps, en fait, sont vraiment des signes de violence physique. Évidemment, on peut être exaspéré par les pleurs d'un enfant qu'on n'arrive pas à calmer. Il y a des conseils là-dessus dans le carnet de santé. D'abord, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'autre parent présent. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller s'isoler 2-3 minutes dans un endroit calme de la maison pour reprendre ses esprits, pour ne pas se laisser déborder par l'exaspération. Ça, c'est la violence physique. Il y a aussi une autre forme de violence qui est la violence psychique, qui est aussi très dévastatrice pour les enfants, mais qui l'est aussi pour les adultes, mais particulièrement chez l'enfant. L'enfant a besoin d'être valorisé dans ses actions. Et il y a des mots qui sont particulièrement durs. T'es nul, t'es pas capable, tu me déçois. Sont vraiment des mots qui touchent beaucoup les enfants parce qu'ils ont à cœur de faire plaisir à leurs parents. C'est vraiment l'enfant, son pilier, c'est ses parents, en tout cas les titulaires de l'autorité parentale. Et donc, il convient d'être très prudent dans les mots que l'on peut avoir avec eux. Donc, soyons vigilants. Il y a des gens que l'on peut appeler autour de nous, si en tant que parents, on se sent dépassé, c'est normal, c'est pas facile dans certaines situations. Donc il faut pas hésiter, et on a donné des numéros de téléphone courts, Enfance en danger, le 119 par exemple, qui peut vraiment vous conseiller. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est celui du bébé secoué. Le bébé secoué, c'est le fait de prendre le petit bébé par les épaules et de le secouer pour lui dire de se calmer. Alors là, c'est extrêmement dangereux d'un point de vue physique, puisque en fait la tête de l'enfant va basculer d'avant en arrière, plus ou moins violemment, en fonction de la manière dont on le secoue, et que ça peut d'abord entraîner le décès de l'enfant, tout simplement par hémorragie, par traumatisme crânien, mais également des séquelles. Donc, ne secouez jamais un enfant en bas âge. Vraiment, c'est un conseil très important que je souhaite délivrer ici. Est-ce que le nouveau carnet de santé prévoit une dimension numérique ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question puisque nous travaillons actuellement à ce qu'on appelle la dématérialisation du carnet de santé. Ce n'est pas pour tout de suite, mais effectivement, les travaux sont en cours. Cela veut dire qu'en fait, le carnet de santé sera toujours disponible en version papier, mais il pourra y avoir une version, ce qu'on appelle dématérialisée, qui est une rubrique de ce qu'on appelle Mon espace santé, que vous connaissez, qui est ce dossier médical numérique partagé qui va donc intégrer toutes les rubriques médicales du carnet de santé. Autrement dit, le médecin, lorsqu'il va examiner l'enfant, lui, dans son cabinet, il a son logiciel où il remplit les données qu'il a de l'enfant, ses constatations. Eh bien, ça va être relayé directement à un espace numérique de santé et donc ce sera mon espace santé. Mon espace santé peut également recevoir des documents. Donc, n'hésitez pas à verser dans mon espace santé, dans celui de l'enfant, qui peut être ouvert dès 15 jours après la naissance, les documents importants, les comptes rendus de consultation, les résultats de prise de sang éventuels, les certificats de vaccination, les certificats de sport, des choses comme ça. N'hésitez pas à tout verser dans mon espace santé parce que c'est aussi un espace de partage entre tous les professionnels, qui est très utile aussi en cas de perte du carnet. Je vous remercie pour cet entretien.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que évidemment le ministère a à cœur de faire connaître aux familles. C'est notre boulot en quelque sorte, pour que les familles puissent aussi se repérer dans le parcours de santé de l'enfant. Donc pour ça, le carnet de santé c'est vraiment un outil important. N'hésitez pas surtout à aller le consulter pour ceux qui n'auraient pas la bonne version. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du ministère de la Santé. Il y a une rubrique carnet de santé dans lequel vous pouvez consulter et télécharger la version spécimen. Comme ça, vous êtes aussi tout à fait au goût du jour. Merci beaucoup pour cet entretien et merci à vous pour votre écoute. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez trouver dans la description de l'épisode des ressources complémentaires pour vous et vos enfants. Ce podcast est réalisé par l'association Sparadrap. Il est produit grâce au soutien de Malakoff Humanis. Merci aux témoins et experts qui ont bien voulu participer. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes.